Enregistrement. Allez, bim. Ah, petit regard caméra. Bim. Alors, or donc. Bon, bah, bienvenue à mes deux, à mes deux camarades, Antonio et Léa, pour ce premier stream ever of my life. Donc, l'idée, bah, on va commencer à présenter l'idée du truc. Ce serait genre, je pensais faire revue de presse, mais genre axée sur le numérique, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et puis comme je suis étudiant dans la com, c'est quand même des sujets qui me touchent et qui me parlent. Et donc l'idée c'est de faire, je pensais faire comme Zul, c'est-à-dire que lui, comme il a des connaissances assez balèzes en politique, quand il lit le début de la gloire, je suis bien d'accord. Enfin bon, on verra, on verra comment ça tourne, si ça tourne court ou pas. Donc je disais, oula, pardon, c'est faire comme Musul, c'est-à-dire que lui, comme il a des connaissances assez balèzes en politique, ça serait, bah, quand il lit un article, forcément, il arrive à mettre ça en, comment dire, en perspective sur bah, déjà l'échiquier politique de gauche et droite, et puis une perspective historique, etc. Bref, une analyse. Donc, bon, je ne prétends pas avoir le savoir, un savoir excessif dans ces trucs-là, mais j'ai eu des cours, j'ai lu des textes, donc j'espère que ça va être concluant. Enfin bon, bref, j'essaie, on verra bien, il faut bien se lancer un jour. Donc voilà, donc là ce que vous voyez, alors c'est bon, c'est vrai que peut-être que je commence pas par le meilleur truc qui est en rapport directement avec un sujet numérique pour commencer. Mais bah, en gros, là, je suis sur le site Humanité Spatiale. Donc, en gros, ils font des billets de blog. Et donc, je pensais vous lire ce billet. Donc, Apollo, la Lune et l'espace face aux contestations sociales, écrit par Irénée Regnault, je ne sais pas, désolé si j'écorche votre nom, madame. Et donc, en gros, bon, je vais quand même faire un lien. C'est-à-dire que finalement, le numérique, c'est de la technique et il y a une branche on va dire un champ disciplinaire de recherche qui s'attache à étudier les sciences et techniques d'un point de vue social. Donc je crois que c'est STS, c'est sciences et techniques et sociales, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est dans ce champ-là, c'est essayer de mettre en évidence les rapports entre la technique et le social. Donc comment est-ce que tout ça, ça impacte. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que finalement, c'est vrai qu'on a tous entendu un peu la conquête, la course à l'espace. Et je suis peut-être un peu trop long. Bon, enfin, remarque, tu me diras, vous me direz, c'est un live. Donc on a le temps. On a le temps. Donc, comme je disais, c'était faire, du coup, enfin, c'est vrai que c'est un point de vue que j'avais pas pensé du tout avant, c'est-à-dire bah, la course à l'espace et les contestations sociales, parce que genre le premier pas sur la Lune, c'est 69, mais avec qui a commencé dans les années 50. Et du coup, ah, je me regarde moi, il faut que je regarde la caméra. Coucou. Et du coup, forcément. C'est énormément de techniques, genre bah, le fait de lancer des fusées, etc. Bref, c'est beaucoup de techniques. Et c'est comment. Donc cet article va montrer un peu comment est-ce que ce but va s'inscrire dans son époque, parce que les années 60, c'est un gros mouvement de contestation mondial d'ailleurs, notamment aux États-Unis, hein, forcément, sur les campus, etc. Donc voilà, un petit article que je vais vous lire avec ma grande voix d'orateur sur Apollo, la Lune et l'espace face aux contestations sociales. Bon, et ben, c'est parti. Ah oui, et bon, c'est pas de l'actualité chaude, bouillante, parce que ça date du 28 septembre, du 20 septembre, pardon, on est le 28, c'est sorti il y a 8 jours, mais enfin bon, faut bien, voilà, moi ça me causait, j'avais bien envie de le lire avec vous, donc voilà. Donc c'est parti. Alors, les commencements de l'ère spatiale sont bien souvent réduits à quelques grands moments. Spoutnik, Gagarine en orbite, Armstrong sur la Lune. Alors Gagarine, c'est hyper chaud à prononcer. C'est c'est comment dire, c'est une idole en Russie. C'est le premier homme à être allé dans l'espace. Et si je dis pas de bêtises,
C'est le premier homme à avoir été dans une capsule qui a fait, qui a fait une orbite complète autour de la Terre. Et, vraiment, il est super connu en Russie. D'ailleurs, je vous conseille la BD Thomas Pesquet de... Bon, attendez, on va aller voir directement. Et hop, ça commence les digressions, on n'a pas fini. Thomas Pesquet, bande dessinée, et qui est super intéressante. Alors, ouais, si c'est bon, ça s'affiche. Tac. Hop, donc c'est celle-là, et c'est qui? Voilà, de Marion Montaigne. Et en gros, bah, c'est un peu toute la progression de Thomas Pesquet dans sa vie d'astronaute. Et c'est très intéressant parce que c'est de la vulgarisation scientifique en gros, et ça aborde des sujets très techniques de manière assez ludique et rigolote. Et vraiment, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très drôle. Et du coup, ça parle forcément de Gagarine. Et puis ça monte un peu en dérision, genre tout le culte qu'il peut y avoir autour de ça en Russie. Donc voilà, donc j'en étais où? Ces exploits techniques suffiraient à traduire une période marquée par la guerre froide et des impulsions de personnalités bien identifiées, de l'ingénieur allemand Werner von Braun, transféré aux États-Unis dans l'après-guerre et mis au service de la NASA. Alors ça, c'est le mec qui a inventé les fusées V2, pour ceux qui voient ce que c'est-à-dire des armes de représailles. Genre, c'était une fusée en gros, mais elle allait pas dans l'espace, mais c'était pour aller bombarder Londres, etc. Et du coup, bah, forcément, ces travaux ont été utilisés pour construire des fusées qui envoient dans l'espace. Donc voilà, Werner von Braun, je sais pas si ma prononciation est bonne, hein, transféré aux États-Unis dans l'après-guerre et mis au service de la NASA, au président Kennedy, héros du programme Apollo. Si elle n'est pas inexacte, cette façon de présenter l'histoire ignore sciemment un acteur majeur du programme spatial américain, la société civile. Bah oui, parce qu'effectivement, quand on fait un peu d'histoire, bah, on va dire, tout événement historique bah, a lieu dans un contexte spécifique. Et donc forcément, ce contexte-là a de fortes conséquences sur ces événements, quoi. Nanana. Dans son livre Apollo in the Age of Aquarius, Harvard University Press 2017 non traduit, l'historien Neil Maher, je sais pas comment on prononce ça, ausculte les nombreux points de contact entre la NASA et les contestations sociales des années 1960-70. Son enquête interroge la façon dont le combat pour les droits civiques, les mouvements antimilitaristes ou encore les luttes féministes et environnementales ont perçu, critiqué et même radicalement réorienté le programme spatial américain. Et donc ça, c'est ce que je vous parlais au début. Du coup, finalement, c'est que le contexte historique et puis même les acteurs sociaux ont un impact sur la technique en soi et que c'est pas une sorte une sorte de sphère qui échappe qui répond juste à la rationalité et qui échappe à tout mouvement social, on va dire. Donc voilà. Donc la Lune, une diversion pour le mouvement des droits civiques. Alors non, le lancement de la fusée géante Saturne V de la mission Apollo 11 n'a pas soulevé toutes les foules. Le 15 juillet 1969, alors qu'1 million de personnes sont réunies au Kennedy Space Center pour voir décoller les premiers hommes sur la Lune, on y croise également quelques récalcitrants. Parmi eux, 25 familles afro-américaines, pauvres, menées par le pasteur Ralph Abernathy et accompagnées de 2 mules et une carriole faite de bois. Ils ne sont pas fondamentalement opposés au vol habité vers la Lune, mais désireux de mettre en évidence l'immense contraste entre leurs conditions de vie et le programme spatial. À plusieurs reprises, le pasteur Abernathy rencontre Thomas Paine, administrateur de la NASA, allant jusqu'à lui exhorter de mettre à profit les connaissances des scientifiques et ingénieurs de l'agence pour régler les problèmes sociaux du pays. La réponse de Paine: si nous pouvions résoudre la pauvreté aux États-Unis en n'appuyant pas sur le bouton pour envoyer des hommes sur la Lune, alors nous n'appuierons pas sur ce bouton. Ok, donc là on a clairement quelqu'un qui demande, on va dire, au président de la NASA finalement d'utiliser tout leur savoir scientifique pour plutôt aider la cause sociale plutôt que d'aller faire une course technique pour aller découvrir l'espace. Ce qui s'entend, hein. Donc l'incompréhension entre les deux hommes illustre une période riche en paradoxes. Alors que le gouvernement alloue des sommes vertigineuses à l'espace, le programme Apollo aura coûté 150 milliards de dollars actuels aux contribuables américains. Un cinquième de la population du pays ne mange pas à sa faim, est privé d'habits, de médicaments ou d'un logement décent.
Donc le côté il n'y a pas d'argent magique, finalement on voit qu'il y a beaucoup d'argent, mais que bah, on le met là où on veut bien le mettre finalement. Les inégalités sociales et raciales explosent et l'Amérique produit les pièces d'ingénierie les plus chères de son histoire. C'est ce sens des priorités pour le moins discutable qui motive l'engagement d'Abernathy. Entre 1964 et 1968, ajoute l'historien, 300 émeutes ont lieu dans plus de 200 quartiers pauvres de grandes villes américaines. Si les violences policières en sont la cause principale, la piètre qualité des logements arrive en seconde position. Ah tiens, je sais pas si pour vous ça fait écho, mais les violences policières, finalement, c'est assez contemporain et que c'est là où on voit actuellement tous les mouvements sociaux avoir, même s'ils n'ont pas forcément tous des points communs, quand même ils se retrouvent sur quand même un truc, c'est les violences policières. Et donc, ouais, on peut parler de convergence des luttes autour, qui se cristallisent finalement autour des violences policières. Donc, finalement, c'est quelque chose d'assez actuel, hein, donc voilà. Gna gna gna. Je sais plus où c'est que j'en étais. Ah voilà. En 1966, le Congrès impose des coupes budgétaires 17 fois plus importantes au programme de développement urbain qu'à la NASA. L'alunissage des astronautes américains en 1969 est quant à lui boycotté par de nombreux Afro-Américains. À New York, loin des représentations hollywoodiennes affichant une humanité rivée devant les écrans lors de l'événement, 50 000 personnes, majoritairement afro-américains et amateurs de la musique, s'attroupent au Harlem Cultural Festival, où l'annonce de l'alunissage sera faite sous leur huée. La conquête spatiale est blanche et le mouvement des droits civiques l'accuse de masquer les inégalités raciales. Ou attention, là, ça part sur de l'islamo-gauchisme à balle, Zemmour en PLS. Ta ta ta. La politique de recrutement de la NASA n'aide en rien. En 1965, 3% seulement de ses 34 000 salariés sont afro-américains. Et les critiques n'en restent pas à la rue. Neil Maher rapporte les nombreux gros titres et œuvres diverses qui moquent un programme spatial complètement déconnecté des besoins réels de la population. En 1970, par exemple, dans sa chanson Whitey on the Moon, Scott Heron met en miroir la pauvreté des quartiers populaires et le voyage sur la Lune. Un rat a mordu ma sœur, mais le blanc est sur la Lune. Je ne peux pas me payer le médecin, mais le blanc est sur la Lune. Et donc là, ils nous mettent du coup une image, une photo, genre les Poor People Marcher de la Southern Christian Leadership Conference, qui aligne les mules près des portes du Kennedy Space Center le 15 juillet 1969. Et photo prise par Batman. Ok. Donc, pour la NASA, il devient de plus en plus difficile d'ignorer ces attaques directes, auxquelles se joignent des personnalités comme Martin Luther King, Malcolm X et même Ted Kennedy, frère du défunt président. Dans les sondages, le soutien des Américains au programme spatial s'essouffle, comme le montre l'analyse de l'historien Roger Launius. Hormis un pic en octobre 1968, au moment où la mission Apollo 7 démontre la capacité des USA à envoyer des hommes dans l'espace et se confronter à l'URSS, la NASA doit sans cesse reconquérir sa légitimité. Pour faire face à la situation, l'agence envisage très tôt son rôle dans la résolution de certains problèmes sociaux. Dès 1963, écrit Neil Maher, je suis désolé pour l'accent, c'est vrai, c'est pas évident à prononcer aussi pour un français. Elle explore lors d'une première conférence, Space Science et Urban Life, la manière dont les technologies issues de l'espace sont déclinables à des fins de recyclage des déchets, de traitement d'eau usée et pour gérer la pollution de l'air. Sous la pression des critiques, les premiers programmes de lutte contre la pauvreté et l'habitat indigne sont mis en place dans le cadre de l'opération Breakthrough, lancée par le département du logement et du développement urbain à la fin des années 1960. Un vaste programme urbain, le Summit Plaza Complex, est notamment lancé dans le New Jersey et comporte des systèmes d'évacuation des déchets proches de ceux utilisés dans les capsules spatiales. Cependant, tempère l'historien, la plupart des autres projets en restent en phase de test. Si la pression exercée par les activistes du mouvement des droits civiques a bel et bien forcé les administrateurs de la NASA à faire atterrir la conquête spatiale et à revoir leurs orientations, l'engagement de l'agence est loin d'être permanent et reste plus de l'ordre des relations publiques et du vœu pieux que d'un réel miracle technologique. Bon là en gros il dit que genre en mode la NASA s'est mis enfin un peu de la com quoi, genre en mode oui on a bien entendu vos revendications et on essaye de faire profiter des avancées techniques
qu'on a développé pour aller sur la Lune, enfin pour conquérir l'espace, hein, pas forcément aller que pour sur la Lune, euh, pour les mettre directement dans la société civile pour que la société entière en bénéficie, mais comme il dit, c'est un peu genre de la poudre de perlimpinpin pour citer notre cher président. Ok, donc deuxième partie. Dans la tourmente des mouvements anti-guerre. Alors que la guerre du Vietnam bat son plein, la contribution de la NASA au conflit prend plusieurs formes et suscite de nombreuses critiques. Historiquement, les liens entre l'agence et l'armée sont confidentiels, voire clandestins. Oula, pardon. Depuis sa création en 1958, la NASA n'est pas autorisée à s'associer à la fabrication d'engins militaires ou balistiques. La situation au Vietnam change la donne. L'armée américaine y est aveugle. Elle est incapable de voir l'ennemi sous la canopée, et cela rend les opérations et les frappes inefficaces. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, forcément, le Vietnam... Ah... ah merci, je peux pas entendre ce que tu dis parce que je suis au bar, mais je reste par principe. Merci Anthony, c'est super sympa. Donc voilà. Mais bon, après c'est du test, hein, je me parle un peu à moi-même, faut bien le dire. Puis pour voir, puis bon après là comme je suis en train de m'enregistrer, je verrai bien ce qui a amélioré ou pas, ou si ma diction est bonne ou quoi que ce soit. Ouais, donc pour dire la guerre du Vietnam, le Vietnam c'est quand même la jungle, hein, donc ouais, c'est vrai que vous pouvez aller voir plein de documentaires sur cette guerre. Notamment, il y a une super série sur Netflix, ou non, mais Arte, une super série d'Arte faite sur la guerre du Vietnam, et un truc qui revient forcément sur les soldats, c'est vraiment le fait qu'ils y voyaient rien, quoi. Genre dans la jungle, il fallait vraiment progresser à la machette et tout. Enfin, ils voyaient pas à 50 mètres, donc forcément, vu depuis les airs pour trouver les Viet Cong, c'était vraiment très très compliqué. Donc c'est pour ça que l'armée américaine était aveugle. Nanana, l'amélioration de la visibilité devient l'un des plus grands chantiers technologiques auxquels la NASA est associée. En interne, on justifie cette participation en arguant que l'agence ne développe rien qui tire des balles ou des missiles sur quelqu'un. Ouais, donc genre en mode on fait pas vraiment la guerre, quoi, même si en creux ils participent quand même à tuer des gens en aidant à faire repérer les gens. En 1965, son administrateur, James Webb, crée le NASA Limited Warfare Committee et alloue 35 ingénieurs et un demi-million de dollars à différents projets censés contribuer à l'effort de guerre au Vietnam. Bon, un demi-million, ça fait 500 000, c'est pas... Bon, je connais pas vraiment combien ça peut coûter ce genre de choses, mais je pense 500 000 dollars, ça doit pas être énorme. Donc ça doit être genre un peu histoire d'eux. Nanana. Parmi ceux-ci, la mise en orbite de caméras pour anticiper les changements météorologiques, le parachutage de sismomètres mis en réseau afin d'identifier les mouvements au sol, ou encore le Project Moonlight, également appelé Project Cable ou Project Reflector, un miroir orbital de plus de 6 mètres de large à 35 km d'altitude est supposé éclairer de nuit les ennemis dans la jungle. Ces projets ne verront pas le jour. Le miroir orbital rencontre une forte opposition de la part de la communauté scientifique et des astronomes. Plus généralement, la militarisation de la NASA suscite de vives critiques venant des étudiants et de la nouvelle gauche, notamment des groupes disposant de forts échos tels que le Free Speech Movement à Berkeley et la Student for a Democratic Society, qui comptait 100 000 membres en 1968. Au MIT, un certain Noam Chomsky crée le Science Action Coordinating Committee, dans le but notamment de dénoncer les liens entre espace, monde militaire et recherche académique sur son campus. Les contestations de scientifiques et d'étudiants ont des répercussions politiques directes. En 1972, par exemple, le sénateur Gaylord Nelson demande que les dégâts écologiques causés par l'américaine au Vietnam soient évalués par l'Académie nationale des sciences. Alors ouais, là quand il parle de dégâts écologiques, en fait, c'est que, je sais pas si vous avez entendu, si vous connaissez, mais l'armée américaine a utilisé l'agent orange. Pardon, je bafouille. L'agent orange, en fait, c'était juste une sorte de pesticide ultra toxique de ouf, qui répondait au fait aux besoins. Genre, l'armée américaine elle s'était dit, en mode un peu, bah, si on peut pas voir les Viet Cong, si on peut pas détecter les ennemis, parce que la jungle est trop dense et qu'ils se cachent trop bien, bah en fait, faut juste supprimer la jungle. Et donc, en fait, l'agent orange, euh, c'était, euh,
C'était un super pesticide, comme je l'ai dit, et du coup, ils arrosaient, genre, avec les hélicoptères qu'ils avaient, ils arrosaient toute une zone pour cramer toute la végétation et pour qu'ils puissent enfin voir. Et d'ailleurs, il y a eu des procès entre des vétérans et l'armée américaine parce que il y en a beaucoup qui ont développé des cancers parce que bon, forcément, enfin, vous pensez bien, hein, c'était hyper cancérigène. Donc voilà, donc c'est ce qu'il entend par les dégâts écologiques finalement. Mais je sais pas, mais il faudrait aller voir s'il y a encore des impacts de l'agent orange actuellement au Vietnam. Donc voilà. Nanani nanana, je sais plus où c'est que j'en étais. Patati patata. Voilà. Voilà, les dégâts écologiques causés par l'armée américaine au Vietnam soient évalués par l'Académie nationale des sciences. Là encore, la NASA ne reste pas insensible à ces critiques. Alors que s'ouvre une période historique de détente marquée par le relâchement des tensions avec l'URSS, l'agence réoriente certaines de ses technologies militaires et d'espionnage à des fins civiles. Les satellites Landsat sont utilisés pour photographier la Terre et réaliser différents inventaires en vue d'améliorer la gestion des ressources naturelles aux États-Unis et dans certains pays du tiers-monde. D'abord perçu comme une forme d'ingérence, en 1975, plusieurs pays en voie de développement, parmi lesquels l'Argentine, le Chili, le Venezuela et le Mexique, font une proposition à l'ONU pour interdire que la NASA puisse réaliser ces mesures sans le consentement des pays photographiés. Les données récoltées par la NASA sont utilisées par plus de 50 nations en 1977. Ouais, donc ils ont un peu changé, retourné leur veste, si je puis dire, en 2 ans. À l'Est, des programmes équivalents sont mis en place avec la création de l'Intercosmos Council en 1967 pour promouvoir la coopération dans les pays communistes. L'URSS tient la dragée haute au bloc de l'Ouest en envoyant plusieurs cosmonautes étrangers dans l'espace et notamment un Vietnamien. Et donc notamment aussi Yuri Gagarin, le fameux héros soviétique. Troisième partie, du coup, la progressive réorientation de l'agence vers la science et l'environnement. Ah, bah ouais, on y vient, sujet très actuel, l'environnement. Donc déjà à l'époque, il y avait des pressions de la société civile pour finalement essayer de préserver l'environnement. En 1966, Stewart Brandt, créateur du World Earth Catalog et adepte du LSD, s'interroge sur un toit de San Francisco. Pourquoi n'existe-t-il pas de photos de la Terre entière prises depuis l'espace? Alors le World Earth Catalog, si vous voulez, ça c'est très intéressant d'ailleurs. Bah là, on est un pile dans la culture numérique parce qu'on est un peu dans l'ancêtre d'Internet. En fait, c'était un gros catalogue fait par Stewart Brand. En fait, c'était fait pour des hippies. Donc en gros, genre ça parlait de la nouvelle gauche. Donc ça, la nouvelle gauche, en fait, d'ailleurs, là, je parle, c'est pour avoir lu Fred Turner, un historien de la Silicon Valley. En gros, la nouvelle gauche, c'était les contestataires, genre les mouvements sociaux contestataires dans les années 60 aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Donc, pour la condition des personnes pour améliorer la condition des personnes de couleur, pour le droit des femmes, etc., de la communauté LGBT, etc. Et Fred Turner, il met à côté aussi en parallèle, comment il appelle ça, les néo-communalistes, c'est-à-dire les hippies finalement, c'est-à-dire que des gens qui croient que pour changer la société, eh ben, ça se fait à petite échelle. Et donc ils vont s'isoler, finalement, ils vont créer des communautés un peu partout autour de San Francisco, enfin en Californie quoi. Oui, je crois que c'est en Californie. Et du coup, c'est changé comme tout est un acte, selon eux, comme tout est un acte politique, genre vivre en créant des communautés égalitaires, etc. Finalement, eh ben, on va changer la société. Donc voilà. Et donc le World Earth Catalog rentre dans ce contexte-là, c'est-à-dire que Stewart Brand il crée ça et c'est, comme ça le dit, c'est une sorte de catalogue où il y a plein de trucs et astuces pour les hippies pour vivre comme ils l'entendent. Donc il y a plein de trucs genre sur de la récup, etc. Et donc le fait que ça soit attendez, je me perds un peu là. Je parlais de quoi déjà? Ah oui, comme quoi c'était un peu une sorte de. C'est connu un peu comme une sorte d'ancêtre à Internet, c'est-à-dire une sorte d'internet papier
C'est-à-dire que ça fonctionne un peu comme un moteur de recherche. En fait, vous avez plein de trucs, machin, et ça fonctionne par communauté. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont... Oh là là, en plus je suis en live. Aïe aïe aïe. Bon, on ira relire un truc sur le World Earth Catalog, mais en gros, ça réunit plusieurs communautés, c'est-à-dire une communauté de hippies qui pensent que par la technologie, on va réussir à s'augmenter, genre un peu transhumaniste, quoi, genre s'augmenter intellectuellement à la place du LSD, comme il dit là, genre nanana, adapte du LSD, bah, voilà. Genre, et aussi une communauté universitaire qui est à la pointe de la technologie et du coup sur l'informatique. Et aussi, ça réunit une communauté de makers, comme Fred Turner les appelle, c'est-à-dire des gens qui bidouillent l'informatique en gros, et c'est de là que normalement va sortir les premiers ordinateurs, les micro-ordinateurs en gros comme on les a aujourd'hui, quoi, genre l'informatique personnelle. Donc voilà, je sais pas si j'ai été clair, mais on reviendra à ça plus tard dans d'autres articles et auxquels j'expliquerai ça plus en détail. Normalement, j'ai un livre de Dominique Cardon normalement dans ma bibliothèque là-bas et qui explique très bien ce que c'est, donc je le lirai peut-être à l'occasion. Donc voilà, nanana. Voilà, pourquoi n'existe-t-il pas de photos de la Terre entière prises depuis l'espace? Il fait distribuer des badges estampillés Why. Oula, excusez-moi pour l'accent, là ça va être une phrase en anglais. Why haven't we seen a photograph of the whole Earth yet? Bah, en gros, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore vu, pour ceux qui ne parlent pas anglais, bon, j'imagine que les gens parlent anglais là sur ce chat, c'est-à-dire je suis tout seul et il n'y a que Anthony à me regarder et peut-être Léa si je m'abuse pas. Donc genre pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore vu une photo de la Terre entière? Et commence un ingénieux lobbying auprès des administrateurs de la NASA pour que la photo soit prise. C'est chose faite en 1972, ce qui nécessite entre autres choses de dévier la trajectoire d'Apollo 17. La photo Blue Marble, ah bah tiens, on peut aller voir ce que c'est. Je crois qu'elle est très jolie. Et en plus c'est la couverture du World Earth Catalog. Hop, est-ce qu'on va trouver direct? En tout cas moi j'avais... Bon là c'est une photo... Bon attendez, Blue Marble, parce que sinon ça va être un peu trop commun. Genre c'est un cachet fou moi je trouve. Pardon. Catalogue. Ta ta ta. Hop. Ouais bon en fait c'est juste... Bon j'ai l'impression d'être sur Google Earth. En même temps j'écris tout à l'envers. World Earth Catalogue. Hop ça charge. Ah c'est marrant. Ah bah voilà. Voilà. La couverture du premier World Earth Catalog avec cette image de la Terre que moi je trouve absolument magnifique et qui coûtait juste 5 millions à l'époque. Ah oui, il faut savoir aussi, c'est pas juste un truc pour quelques personnes, hein, c'était vraiment... ça a été tiré à 2 millions d'exemplaires et tout, c'est vraiment un délire, hein. Aujourd'hui, un roman qui fonctionne bien, je sais pas, c'est 10 000 exemplaires, c'est un roman qui a bien tourné, hein. Donc vous imaginez bien, 2 millions d'exemplaires, c'est juste énorme. Donc voilà, Blue Marble, portrait de la planète Terre flottant dans le vide de l'espace, soulignant sa fragilité, est mondialement connu et fait encore office de fond d'écran de nombreux iPhones. Ah tiens, il y a une petite coquille là, nombreux d'iPhone. Pour beaucoup, elle est un symbole du combat environnemental. Mais cette histoire, écrit Maher, demande quelques corrections. Plusieurs photos de la Terre avaient déjà été prises avant Blue Marble, et comme ces dernières à ses débuts, elles ne suscitèrent aucune prise de conscience, aucune prise de conscience écologique. Regarder la Terre depuis l'espace à la fin des années 1960 symbolisait l'unité globale et non pas l'environnement, souligne Neil Maher. En réalité, c'est bien sous la double pression des mouvements écologistes et scientifiques que la NASA commence à associer les photos spatiales aux problématiques écologiques dans les années 1980, et ce sont bien ces contestations qui amènent l'agence à réorienter son programme vers des fins scientifiques. Plus précisément, dans les années 1960, la NASA fait face à deux fronts de critiques portant sur la science et l'environnement. D'abord les mouvements populaires, cela dénonce la pollution de la faune et de la flore à Cap Canaveral, qui sert de base de lancement, mais aussi la poubellisation de l'espace,
Ouais, ça a pas dû s'améliorer avec le temps, hein, parce que je sais pas si vous avez vu, mais genre j'ai déjà vu des images, genre avec tous les débris qui flottent autour de la Terre, c'est comme une sorte de seconde couche d'ozone, c'est absolument magnifique. En 1965, Buzz Aldrin lâche dans le vide spatial un équipement inutile afin d'économiser du carburant, suscitant cette réponse humoristique de Houston: Keep space clean. Garder l'espace propre. Alors Buzz Aldrin, je crois que c'est... bah, vous verrez ça si jamais vous allez voir la BD de Marion Montaigne, Thomas Pesquet. Buzz Aldrin, je crois que lui, il a même pas posé le pied sur la Lune. C'est un compagnon de route, on va dire, de Neil Armstrong. Et donc Neil Armstrong a été le premier à poser le pied sur la Lune. Et je crois, attendez, on va aller vérifier directement. Mais je crois que Buzz Aldrin, c'est le deuxième homme à avoir posé le pied sur la Lune. Mais bon, l'histoire commune retiendra Neil Armstrong. Et lui, bon, il est juste méga connu dans le monde des astronautes. Nanana, Buzz Aldrin, nanana. Tac, bah, attendez, on va voir sur Wikipédia. Wikipédia Life. Et oui, aujourd'hui ça vaut quelque chose. Il effectue 3 sorties dans l'espace en tant que pilote de la mission Gemini de 1960, quand un pilote de la lunaire Apollo de la mission Data. Ah ouais, donc en tant que pilote du module lunaire Apollo de la mission Apollo 11 de 1969, il est, avec le commandant de la mission Neil Armstrong, l'un des 2 premiers humains à marcher sur la Lune. Donc voilà, lui c'est le deuxième, donc bon, l'histoire retiendra Neil Armstrong, mais il faut savoir que Buzz Aldrin c'était le deuxième homme à poser le pied sur la Lune. Donc finalement quelqu'un d'important. Voilà. Alors que la question des débris spatiaux se fait plus sérieuse, cette réplique devient un slogan. Neil Maher passe en revue les nombreux titres et dessins de presse qui accusent non seulement la NASA de polluer la Lune, mais aussi de détourner l'attention des problèmes de pollution sur Terre. Dans le Evening Bulletin, je sais pas comment on prononce ça en anglais, les astronautes sont même comparés à des punaises de lit. Une vague de protestation monte à laquelle se joignent des scientifiques de la NASA, deuxième front de critique, qui déplorent le manque de moyens dont ils disposent. Lors des missions sur la Lune, par exemple, le matériel scientifique est réduit pour gagner de la place. Y compris en interne, l'intérêt du vol habité est contesté. Georges Kistiakowski, chimiste, ancien conseiller d'Eisenhower, résume bien le sentiment général en affirmant que le programme spatial américain est un spectacle technologique peu soucieux de la science. Oui, ce qui s'entend, genre en mode il se tire la bourre avec l'URSS et c'est à qui en foutre un plein la vue à l'autre voilà, pour cette course aux étoiles. Et Eisenhower, c'est un ancien président américain, si je dis pas de bêtises, qui a été général aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces années de mise en cause virulente poussent la NASA. Ah, attendez, le chat, faut le regarder de temps en temps. Tu peux mettre un titre STP. Ah, bah écoute, je veux bien que tu m'aides, hein, intelligence collective, tout ça, tout ça. J'ai pas de titre, j'ai aucun titre, donc on verra ça plus tard. Là, on va dire, bah, tiens, on peut l'appeler test 1. Je sais pas comment on fait pour donner un titre. Ah oui, title, entrer un titre. Bah écoute, test 1. Il faut que je déverrouille. Donne. Ok, ça c'est fait. Bah écoute, dis-moi Anthony si tu vois le titre. Test 1, c'est pas très original, mais j'ai pas mieux à proposer actuellement. Euh, Faudrait que je vais me pencher là-dessus. Mais j'avoue, j'ai aucune. Je suis très très nul pour trouver des slogans. Ça c'est fou, j'arrête pas de me regarder moi, alors que faudrait que je regarde vous, cher public, pour ne pas citer. Comment il s'appelle? Bon, un certain humoriste français, mais je me souviens plus de son nom. Ces années. Ok. Ces années de remise en cause virulente poussent la NASA à opérer un véritable. Attends, j'ai pas déjà lu ça? Ah oui, alors. Ces années de remise en cause virulente poussent la NASA à opérer un véritable revirement stratégique au tournant des années 1970. L'agence agit alors sur 2 plans. Localement, d'abord, en soutenant un certain nombre de programmes de protection de la faune et de la flore à Cap Canaveral, réintroduction de pélicans, protection des tortues de mer, ok. Dans la boutique de l'agence, les anciennes cartes postales vantant la puissance technologique laissent place à des mises en scène alliant matériel spatial et paysage naturel.
Mais le changement d'image que souhaite opérer la NASA n'est pas seulement cosmétique, souligne Neil. Bon, allez, on va appeler Neil parce que j'arrive pas à prononcer très bien Mayher. Des changements plus structurels sont également enclenchés. Des anciennes technologies comme Landsat sont réorientées dans le but est d'effectuer des mesures diverses dans l'atmosphère et contrôler la pollution. L'agence commence également à considérer le fait de développer de nouvelles technologies à des fins purement scientifiques. C'est le cas avec CISAT pour l'étude des océans et surtout Nimbus 7. Ok, Nimbus 2000 pour ceux qui ont la ref. C'est pas n'importe quel Nimbus, Harry. Bref. Satellite météorologique qui permet notamment de déterminer le bilan radiatif de la Terre et de mettre en évidence le trou dans la couche d'ozone. Ok, radiatif, je sais pas ce que ça veut dire. S'il y en a qui savent, écoutez, je suis preneur, mais là pour aller plus vite. Alors, radiatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, le bilan radiatif de la Terre dresse la quantité d'énergie reçue par le système climatique Terre-atmosphère et la quantité d'énergie réémise vers l'espace. Ok. Bon, si mon seul viewer, Anthony, tu sais ce que ça veut dire, je veux bien une explication parce que là j'ai rien capté. Et d'ailleurs, je me suis encore perdu. Euh, Ah voilà, satellite météorologique qui permet notamment de déterminer le bilan radiatif de la Terre et de mettre en évidence le trou dans la couche d'ozone. Les scientifiques de la NASA apportent une attention particulière à la lisibilité de leurs données, faisant notamment travailler des agences pour rendre la connaissance produite lisible et interprétable par des humains. Des femmes dans l'espace. Alors, quatrième partie. Donc là, ça parlait du coup de la conscience écologique, donc la pression de la société civile les écologistes qui mettent une pression sur la NASA pour qu'ils respectent l'environnement. Et là, on va attaquer plus un côté genre égalité homme-femme, c'est d'après le titre. Et il reste encore longtemps, quoi. Bon, il reste deux parties, ça devrait aller vite. Ok, donc des femmes dans l'espace. À l'instar des mouvements antimilitaristes et écologistes, le mouvement... ah oui, tiens, et aussi une critique très antimilitariste parce que apparemment la NASA utiliserait ses connaissances pour aider l'armée américaine dans la guerre du Vietnam. Donc voilà. À l'instar des mouvements antimilitaristes et écologistes, le mouvement féministe aura une profonde influence sur le fonctionnement de la NASA. Neil livre ici une anecdote qui cristallise l'état du débat. Quand Sally Ride, première américaine dans l'espace, refuse un bouquet de fleurs à sa descente de la navette Challenger en 1983. Je suis juste one of a guy, un membre de l'équipage comme les autres, se justifie-t-elle, rejetant tout traitement différencié lié à son genre. Pour en arriver là, Sally Ride entre à la NASA en 1978. Il aura fallu une intense pression de la part des mouvements de la seconde vague féministe et notamment The National Organization for Women, NOW, qui des années durant font front commun contre la culture profondément sexiste qui domine alors à la NASA. Ce sexisme s'exprime de mille façons. Les femmes sont présentées comme trop fragiles et trop futiles pour supporter les conditions extrêmes de l'espace. Le célèbre écrivain Isaac Asimov, par exemple, s'inquiète des effets d'un tel environnement sur leurs organes reproducteurs, pendant que d'autres ironisent sur leur cycle menstruel. Jusque dans la presse mainstream, elles sont objectifiées et sans cesse renvoyées à leur rôle de mère, de cuisinière, de partenaire sexuel. Ah, c'est sûr, les années 60, ça rigolait pas. C'était assez vénère de ce côté-là. Lors d'une conférence, Werner von Braun, donc le fameux inventeur des V2, le fameux ingénieur nazi, balayant l'idée d'envoyer des femmes dans l'espace, explique qu'une charge utile de 50 kg est tout de même prévue à bord pour les équipements de loisirs. Comme le suggère cette remarque, écrit l'historien, au début des années 1960, les femmes désirant devenir astronautes disposent de deux options, ménagère ou putain. Bon, ça c'est dit, c'est violent, mais enfin bon, je pense que ça montre assez bien la pensée de l'époque, parce que c'était ouais, bon, très misogyne, quoi. Bon, là on enfonce des portes ouvertes, je pense. Pendant ce temps, les corps des astronautes hommes sont eux idéalisés. Ah, ça c'est intéressant. Les combinaisons spatiales sont conçues à partir de mesures stéréotypées de leur corps et souvent comparées aux armures médiévales. Avant d'envoyer des hommes dans le vide spatial, la NASA y avait envoyé des animaux et finance même un projet consistant à envoyer des patates. Ah ouais, ok, bah des patates interstellaires.
J'étais pas au courant. Je sais pas pourquoi ils ont envoyé ça. Bon, faudra aller vous documenter si jamais. Moi, je vais essayer d'aller voir parce que c'est quand même assez marrant. Cependant, les conditions extrêmes d'un tel voyage sont associées à une forme de virilité qui trouve de plus en plus de détracteurs, à plus forte raison qu'en URSS. Valentina Tereshkova effectue son premier voyage en 1963. Ah ouais, genre la première femme américaine c'est 1983 et là c'est 1963, donc 20 ans d'écart. Donc finalement l'URSS vachement en avance sur son temps. Mais je crois que de toute façon les communistes ils avaient déjà, enfin il y avait déjà toute cette idée d'égalité homme-femme au début du trip communiste. Mais bon, l'URSS n'était pas communiste. Enfin, on laissera les historiens, et notamment, je pense que Usul serait capable de faire une bonne analyse, une bonne explication de ça, mais moi j'y connais pas assez pour m'aventurer là-dedans. Donc voilà, donc juste on retient, l'URSS a envoyé une femme dans l'espace 20 ans avant les États-Unis. Donc voilà, cette merveilleuse démocratie. Ok, donc aux États-Unis en 1969, quelques mois seulement avant les premiers pas sur la Lune, les sondages dévoilent que 46% des Américains y sont favorables, mais seulement 32% des femmes. Ok. Le sexisme de l'agence contribue à aggraver la perte de popularité de l'agence auprès du grand public. Une NASA fatigue, pourtant, pardon, c'est comme ça qu'ils l'appellent, genre il y a une sorte de NASA fatigue. Pourtant, les femmes ne se sont pas proprement exclues du programme. Pour y accéder, il faut néanmoins cumuler 1500 heures de vol dans des appareils de combat qui leur sont inaccessibles depuis 1948 et le Women's Armed Service Integration Act. Ah ouais, donc en gros, on leur interdit pas. Ouh là là, je bug. Mon image est. Oula. Ok, j'ai plus d'image. Ah, je pense que j'ai plus de batterie. Je pense que j'ai plus de batterie. Bah attendez, on va écouter, on va essayer de faire avec mon écran d'ordinateur. Tac tac tac. Alors attendez. Source. Faut que j'appelle. Là je suis dans OBS Studio et je suis en train de essayer de reprendre de l'image. Alors, capture, nanana, capture de fenêtre, non. Tac tac tac, périphérique. Capture d'écran, non, c'est ça. Tac. Ah, bordel. Oh, pardon. Punaise. Comment c'est déjà? Périphérique de capture vidéo. Ok. HD webcam. Oh là là. Bon, c'est moins de bonne qualité, mais au moins on l'a. Hop, je recalibre. Vous pouvez voir ma face. Et là, je vais pouvoir faire bien plus de regard caméra finalement, parce que là, je suis en train de regarder actuellement et c'est plutôt perturbant. Ok. Bon, j'en étais où moi? Ah oui, voilà. Donc finalement, la NASA, dans le texte, n'empêche pas les femmes d'accéder au statut d'astronaute, mais genre par la pratique, comme il faut cumuler 1500 heures de vol dans des appareils de combat dans lesquels elles n'ont pas le droit de voler, forcément ça complique les choses. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je croyais qu'il y avait un groupe, les WASP, ça s'appelait WASP, et en gros, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était les femmes, elles n'avaient pas le droit de voler sur les appareils de combat en combat, mais par contre, tous les appareils de production, tous les appareils produits, tous les appareils tous les avions de chasse produits, bah, fallait bien les amener sur les différents aérodromes, fallait bien les déplacer d'un point A à un point B pour qu'ils rejoignent le front. Et je crois que justement c'était un régiment de femmes qui volaient sur les appareils, donc forcément les P5, bon, pour les connaisseurs, les P51, les P47, etc., ça c'était américain pour les envoyer sur les bases où ils seront ensuite réceptionnés par des pilotes hommes, pilotes de combat hommes. Donc voilà. Neil redonne aux femmes, donc j'en étais voilà. Donc Neil redonne aux femmes qui mènent la lutte pour accéder à l'espace une place de premier plan. Jerry Cobb et Jane Hart, par exemple, toutes deux sélectionnées pour le programme indépendant Mercury 13, financé sur fonds privés pour effectuer des tests physiologiques identiques à ceux des astronautes de la NASA. On retrouve notamment parmi les femmes de ce programme Wally Funk, devenue à 82 ans la personne la plus âgée à voyager dans l'espace. Ah. Ah oui, d'ailleurs, finalement, c'est assez actuel, hein, ce truc-là, avec les quelques millionnaires ou milliardaires qui sont partis faire un voyage orbital
Voilà, faire du tourisme spatial. Ouais, voilà, on retombe sur nos pattes finalement, hein. C'est vachement d'actualité. Bien que Mercury 13 ait été dissoute, l'expérience conduit la NASA à revoir son fonctionnement et à organiser ses propres tests. Ceux-ci sont plus que concluants. Les résultats des femmes sont non seulement bons, mais parfois meilleurs que ceux des hommes. Ah, chais pour nous les mecs. Euh, Pardon. Elles se remettent plus vite des tours en centrifugeuse. La centrifugeuse, pour ceux qui ne voient pas, c'est genre pour tester les astronautes sur les. Ok. Genre, quand il y a une forte accélération, il y a un effet G. Et genre, c'est-à-dire que genre 1G, c'est genre une fois le poids de ton corps. Et genre 2G, 3G, 4G. 4G, c'est genre 4 fois le poids de ton corps que tu vas, quand tu accélères très très fort, bah, tu peux ressentir, genre par exemple 9G, c'est-à-dire que ton corps va faire 9 fois son poids. Ah, sa masse ou son poids? Je crois que c'est la masse, hein, je me souviens plus des cours de physique. 9 fois sa masse et du coup bah, forcément la cage thoracique, enfin, vous avez du mal à respirer, le sang descend dans le bas du corps, du coup vous avez un voile noir, vous voyez plus rien, etc. Et en gros la centrifugeuse c'est pour les entraîner, c'est-à-dire c'est une sorte de grosse toupie, vous êtes dans un endroit et puis le bras il tourne comme ça là, très très fort et pour vous entraîner à résister au jet et à garder conscience quand même, faut rester éveillé, à combattre le voile noir, etc. etc. Ta, ta, ta. Je ne sais plus où c'est que j'en étais. Voilà. Elles se remettent plus vite des tours en centrifugeuse, gèrent mieux le stress que le groupe de contrôle masculin et de façon générale supportent mieux le chaud, le froid, la solitude et le bruit. Ouais, donc en fait, ce sont des parfaites astronautes finalement. Ces résultats suscitent d'ailleurs des débats au sein du mouvement féministe lui-même, alimentant les distinctions entre un equality féminisme et un difference féminisme. Dit autrement, faudrait-il pouvoir promouvoir la femme comme égale de l'homme, quitte à passer au second plan les différences biologiques, ou à admettre ces différences, quitte à admettre qu'une véritable égalité des sexes est inatteignable. Comme le pose l'auteur, pour simplifier, la meilleure façon pour les femmes de combattre les discriminations de genre consiste-t-elle à être comme les hommes ou admettre qu'elles sont différentes d'eux? Voilà. Donc, quatrième partie, le clash entre conservateurs et mouvements issus de la contre-culture. Donc la contre-culture, c'est tout le mouvement de contestation dans les années 60. Ajouter à ça aussi genre le mouvement hippie, voilà, les néo-communalismes comme les appelle Fred Turner. À son arrivée à la Maison-Blanche en 1969, Nixon engage les États-Unis vers un changement de cap en matière économique. C'est la victoire de l'idéologie du tout marché. Ce revirement ne va pas sans contrepartie. Un fort mouvement contestataire et contre-culturel grandit et remet en cause l'establishment. On retrouve en son sein de nombreux artistes et personnalités, de Jefferson Airplane à Crumb, en passant par Yoko Ono et John Lennon. Ces deux mouvements radicalement opposés du point de vue des valeurs trouvent dans la conquête spatiale un terrain d'affrontement supplémentaire. Les idées néolibérales, on le voit en poupe, et les exploits de la conquête spatiale sont mis à leur service. Nixon fait de la conquête de la Lune un prolongement de l'histoire de l'Amérique avec ses pionniers et aventuriers, quitte à invisibiliser la quantité d'injustices ayant eu lieu lors de la prise de territoires qui n'ont jamais été vides. En cela, analyse l'historien, il rompt avec le discours de Kennedy de 1960, We choose to go to the moon, qui souhaitait moins se référer au mythe d'une Amérique glorieuse et conquérante qu'à susciter l'envie d'explorer les nouveaux horizons. Aussi, c'est sous un lobbying intense du clan conservateur que la décision est prise de planter le drapeau américain et non celui des Nations Unies sur la Lune. Du côté des intellectuels, libéraux et libertariens sont unanimes. La NASA illustre la rationalité, la domination de la nature et la puissance humaine. Pour la philosophe libertarienne Ayn Rand, deux dieux s'affrontent. Alors Ayn Rand, elle a écrit. Alors excusez-moi, aux États-Unis, elle est méga connue. Je sais pas si vous connaissez ça, mais j'ai vu ça dans un documentaire d'ailleurs. Peut-être que je vous le passerai. Mais par contre c'est en anglais, donc c'est super intéressant. Et en gros, elle a écrit un livre qui est une sorte de bible là-bas. En gros, c'est une sorte de philosophie enfin, genre, pour viser le bien commun, faut d'abord rester égoïste et viser ses propres besoins, et du coup, ça va changer la société. Je crois que c'est La Source Vive. Bon,
bref, je sais plus, il faudrait que je me remette le documentaire, mais en gros, c'est une grosse référence littéraire. En gros, c'est une essayiste, quoi. C'est une essayiste des années. Je crois que c'est une immigrée. Je crois que c'est une juive qui a fui l'Allemagne, mais ça fac checker, comme c'est la mode actuellement. Ouais, donc oui, mais en gros, c'est une grosse référence un peu essayiste, philosophique, genre libertarienne. Nanana, je sais plus où c'est que j'en suis. Ta, 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 et non. Je sais que sur la lune, du côté d'intégrer. Voilà, Ayn Rand, des dieux s'affrontent. Du côté de la NASA, c'est Apollo qui symbolise la raison, l'ordre et la clarté. De l'autre, Dionysos, dieu du vin, gouverné par ses émotions, il représente le conflit fondamental de notre époque, écrit-elle en 1969 dans Essai Apollo 11. Dans le camp adverse, Jefferson Airplane lance en 1970 un album concept, Blows Against the Empire, où des hippies opposés à l'oncle Sam s'emparent d'un vaisseau spatial pour quitter la Terre. En 1973, il dénonce la poubellisation de l'espace dans sa chanson Have You Seen the Saucer? Je sais même pas ce que ça veut dire, saucers. Saucers. Traduction. Ah, désolé, je suis un peu. Bon, je suis pas une bille en anglais, mais. Ah, ok, soucoupe. Je suis pas une bille en anglais, mais je suis pas non plus une grosse rêve, quoi. Non, non, non. Thomas O'Paine, nouvel administrateur de la NASA, fustige les participants au mouvement contre-culturel. Pour lui, ce sont des hippies fumeurs d'herbe, ils vivent à Portland, et ils conçoivent la technologie comme inhumaine et responsable des problèmes du monde. Une accusation qui omet de dire que les mouvements de gauche auxquels il se réfère sont opposés à certains types de technologies. Seulement... oh là là, attends, pardon, j'ai complètement foiré la phrase, grosse cagade. Une accusation qui omet de dire que les mouvements de gauche auxquels il se réfère sont opposés à certains types de technologies seulement. Car au-delà des divergences concernant les mœurs, la religion et l'économie, ce sont bien deux conceptions de la technologie qui s'affrontent. Du côté des contestataires, on lit le World Earth Catalog, où sont présentées des technologies démocratiques et conviviales comme des moulins à vent ou des collecteurs de chaleur solaire, utilisables localement. Oui, et aussi, il y a tout un côté, tout un pan informatique, parce que Stewart Brand, celui qui a créé du coup le World Earth Catalog, était un très grand fan de ça, et il a fait une sorte de... C'était lui le pont entre les universitaires, les hippies et les makers, les hackers, quoi. Et donc voilà, il était très fan très fan d'informatique, notamment de micro-informatique, et ce qui a vu arriver plus tard les PC individuels, quoi. Personal computer, les PC quoi, tout simplement. Hum, voilà, voilà, utilisable localement. Du côté de la NASA, qui embrasse pleinement l'idéologie conservatrice, on développe des expérimentations à grande échelle, notamment liées à l'énergie solaire. Est ainsi envisagé un projet, le Solar Energy Panel, consistant à collecter de l'énergie solaire depuis l'orbite spatiale. Bien que rapidement abandonné, il conduit au développement du solaire sur Terre, puis à développer la Tech House, un acronyme pour The Energy Conservation House, une maison conçue pour les familles américaines de la classe moyenne et censée permettre 70% d'économie d'énergie. Malgré un marketing soigné, Putting Space Technology to Work in Home Construction, le prix des équipements informatiques nécessaires au bon fonctionnement de la Tech House la rendent inabordable. Cette dernière, bah oui, à l'époque, ça coûtait une blinde, hein. Enfin, voilà, c'était un truc. L'informatique, c'était quand même un truc de mec blanc avec un certain confort pécunier, on va dire, et un certain bagage culturel, c'est-à-dire c'est des gens qui ont fait des études, etc., hein. C'est pas le commun des mortels, on va dire. Non. Le prix des équipements informatiques nécessaires au bon fonctionnement de la Tech House la rend inabordable. Cette dernière, analyse Neil, illustre parfaitement le fossé culturel qui sépare la NASA de ses détracteurs. Quand les mouvements issus de la contre-culture pensent le renouvellement technique à travers le changement des conditions de vie, la NASA opte pour la reproduction de l'ordre social existant. Une tech house occupée par une famille blanche avec 2 enfants, une répartition des rôles genrés, le tout en périphérie d'une grande ville. Ouais, finalement, on va peut-être pas tarder à revenir à ça en France, hein, vu comment ça se profile pour, la- avec, pour les présidentielles. Bref. Cet ordre, bon, on est bientôt à la fin, il reste 2 paragraphes. Cet ordre social, la NASA le reproduira peut-être plus inconsciemment. Attendez, on va peut-être revoir le... Ouais, voilà. Cet ordre social, la NASA le reproduira peut-être plus inconsciemment à travers le grand mouvement d'urbanisation lié à son expansion territoriale.
Pour loger ces scientifiques et ingénieurs, l'agence construit des campus comme le Main Spacecraft Center à Houston, qui deviendra le centre spatial Lyndon Johnson, et des quartiers entiers. Oula, j'ai un truc sur mon écran. Et des quartiers entiers suivant des schémas urbains particulièrement dévastateurs pour l'environnement. Pour Neil, l'homogénéité de classe et de race combinée à une vision sexiste du partage des tâches, sans oublier le peu de prise en compte des problèmes environnementaux locaux, débouche sur des communautés mûres pour des politiques de droite. Ok, ça faudrait. Là, je sais pas. J'aurais cru de gauche, non? L'homogénéité de classe et de race combinée à une vision sexiste. Ah oui, pardon. Ah oui, oui, là, il parle des gens qui bossent à la NASA. Genre, déjà, c'est des gens qui viennent d'à peu près des mêmes milieux. Ils sont tous blancs, donc la race. Une vision sexiste du partage des tâches. Donc, c'est des gros misos qui pensent que la femme, du coup, c'est soit une ménagère, soit une putain, pour citer Neil Maher. Sans oublier de prendre en compte des problèmes environnementaux locaux. Du coup, débouche sur des communautés mûres pour des politiques de droite. Formidablement bien illustré, le travail de Neil constitue une somme importante. Bon, là, on est sur la montée en généralité de l'article, pour ceux qui ont fait un peu de journalisme. Du coup, le travail de Neil constitue une somme importante pour qui souhaite approfondir les liens entre l'industrie spatiale et les mouvements sociaux. Apollo in the Age of Aquarius réussit le pari de redonner à l'histoire sa complexité, rappelant tout en nuance que les trajectoires de l'innovation technologique sont tributaires d'un fort constructivisme social. Et là, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu voir en cours et je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire, comme j'expliquais au début, forcément, la conquête de l'espace, ça prend pied dans un temps et dans un lieu. Et il y avait des manières de voir, etc. Et que du coup, tout cet univers technique est absolument poreux avec la société civile, tout simplement parce que les gens sont issus de ça, et du coup, par des manifestations en tout genre, ils ont pu influencer du coup les gens, parce que c'est des gens, hein, finalement, ça reste des humains qui sont influençables et qui sont situés socialement parlant pour du coup fléchir leur vision qu'ils veulent développer via leur projet, quoi. Voilà. Donc, car si la NASA est restée aveugle à certains mouvements, notamment ceux-ci de la contre-culture, il est indéniable que d'autres ont eu sur elle un impact important et inversement. Ouais, donc c'est une sorte de constructiviste, c'est-à-dire genre euh, si on veut, c'est genre un peu l'individu contre la société, c'est-à-dire l'idée que la société construit l'individu, mais que dans le même temps, l'individu construit la société, enfin influence sur la société, et du coup ça fait une sorte de paradigme, ou en tout cas une sorte de dialogue entre les deux qui fait que l'un influence l'autre. C'est ça qu'on entend par constructivisme. Ta, ta, ta. Il est clair par exemple, donc voilà, car si NASA est restée aveugle à certains mouvements, il est indéniable que d'autres ont eu sur elle un impact important et inversement. Il est clair par exemple que les mouvements des droits civiques, celui pour l'environnement et le programme spatial, se sont interpénétrés. La NASA faisant office de porte-voix pour ces derniers, tout en réorientant ses programmes et technologies pour faire face à la pression que ceux-ci exerçaient sur elle. Donc voilà, donc on parle de constructivisme, voilà, donc de dialogue entre les deux, quoi. Qui s'influencent les uns les autres. On regrettera bien sûr que l'historien ne pousse pas plus loin son travail tant la période qui suit, décennie 1980 et suivante, le mériterait. Quant aux 10 dernières années, celle du New Space qui se caractérise par l'essor de puissances spatiales privées, il nous avertit, le business de l'espace a complètement négligé la leçon historique du programme Apollo pendant les années 1960. En sous-traitant l'exploration sociale et en la retirant des mains des gouvernements, on la met aussi à distance de la sphère publique. Or, c'est bien parce que la société civile finance la conquête spatiale avec ses impôts que la NASA a été sommée de répondre à ces pressions. Il sera bien plus difficile de se faire entendre par des sociétés privées comme SpaceX et Virgin Galactic. Céder l'espace aux intérêts privés diminue notre capacité à influencer la politique spatiale et réduit les obligations des gouvernements vis-à-vis des citoyens. Cela risque aussi de rendre plus difficile l'exploration de notre propre planète depuis l'espace. Et donc ça c'est très intéressant comme manière de finir parce que c'est vrai que démocratiquement parlant, comme il explique, forcément si c'est si c'est une entreprise privée qui a le monopole de l'exploration spatiale, finalement, bah, ils doivent rien à la société, quoi. C'est pas eux qui les financent. Donc voilà, comment on fait pour avoir du poids sur ces
sur ces entreprises, quoi. Comment on fait pour essayer de viser le bien commun. D'ailleurs, est-ce que c'est possible, etc., quoi. Ouais. Ouais, super article, j'étais tombé dessus par hasard. Et moi j'avais bien aimé le fait que, genre j'avais forcément en lisant la BD Thomas Pesquet de Marion Montaigne, pour la reciter, j'avais, ouais, c'est vrai que j'avais cette idée un peu de conquête de l'espace où, genre, d'abord il y a eu ça, puis après il y a eu ça, machin. Enfin, tu sais, genre un truc très historique, quoi, qui finalement s'attache peu au contexte. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à voir sous cet angle, genre, comment les mouvements sociaux, parce que c'est vrai que les années 60 c'était bouillonnant de mouvements sociaux contestataires, genre contre-culturels, la nouvelle gauche aux États-Unis, les néo-communalistes et tout ça, comment, sous la pression de ces différents acteurs, de ces différents groupes, voilà, la NASA a plutôt tendu vers telle direction, a plutôt fait ceci ou cela, et comment finalement ils ont interféré dans la conquête de l'espace, quoi. Non, non, donc pour moi c'était très intéressant. Bon, je sais pas ça fait combien de temps, ça doit bien faire 1 heure là que je suis en train de faire le truc. Pour un seul article, c'est vrai qu'il était assez épais. Bon, c'était un test. Donc je sais pas, là je vais me réécouter parce que je me suis enregistré. Bon, j'espère au moins que pour les personnes qui reverront le live, ils vont aimer. J'espère avoir été à peu près clair dans les différents commentaires que j'ai pu faire. Bon, je vais pas raider hein, parce qu'il y a son père à me suivre, hein. Désolé Anthony. Euh, je pense que tu es peut-être encore au bar actuellement. Euh, voilà. Ouais, puis bon, je vais me réécouter, puis je vais voir ce qui va pas, ce qui va bien. Ouais, puis c'est embêtant là, j'ai l'impression que la caméra, parce que je me filme avec, normalement la caméra, je filme avec mon portable parce que ça a une super qualité. Et bah, apparemment, je sais pas combien j'étais de batterie, mais bon, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, apparemment ça a tout cuit. Bon, je vais me. Test 1, voilà le titre du truc. Un test, on verra. Mais j'ai encore plein de trucs, je pensais faire bien plus longtemps, mais là j'ai la sèche comme pas permis. Puis je suis un peu crevé aussi. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une sorte. Je pense pas faire des lives de manière quotidienne, mais genre je pense une fois ou deux par semaine. Le temps de collecter par-ci par-là des articles, parce que je me suis fait toute une liste de sites spécialisés de sites de journaux, journaux web spécialisés sur le numérique. Genre, je pense à Numérama par exemple, c'est vraiment le truc qui me vient, mais il y a aussi Ouzbek Erika, enfin, c'est pas spécialisé numérique Ouzbek Erika, mais ils ont ils créent pas mal d'articles là-dessus. Du coup, voilà, donc je pensais faire ouais, les 3 à 4 articles de journaux sur ces trucs-là. Ou à l'occasion, ça me fait penser, genre, des chapitres de livres, genre des essais, genre de sociologie numérique, du web, en fonction de ce qui me parle, en fonction de ce qui me vient. Euh, je pensais aussi à faire peut-être quelques diffusions, je sais pas, de documentaires que j'ai trouvé, que je trouve, pardon, de documentaires que je trouve intéressants. Là, j'ai une série de 3 en anglais, comme je disais, mais bon, moi, il y a des trucs que j'ai pas tout compris, hein, j'avoue, j'ai pas tout compris, bon, peut-être que je profiterai du chat pour m'aider à ce que à comprendre. Voilà, première heure, premier essai, et voilà. Je vais vous souhaiter bonne soirée, et puis vous laisser à vos occupations. Et moi, je vais me réécouter avec plaisir. Allez, salut.